Le Psylab, c'est une chaîne vidéo qui est hébergée par YouTube. Pourquoi YouTube? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix quand on va sur Internet. Et qui a été créée par le docteur Marc Hadji, qui était mon externe quand j'étais jeune, il y a longtemps, qui est actuellement en Guadeloupe, et moi-même. Alors, d'où vient l'idée du Psylab? À base de cette rencontre à Lille. Oui, dans le Nord, il fait froid. Du coup, on est obligé d'avoir des idées pour se réchauffer. Donc, on s'était rencontrés une première fois avec le docteur Marc Hadji, ressemblait à ça à l'époque. Il faut que je reste là. Je peux pas. D'accord. Et derrière la porte. Et puis, la vie a fait qu'on s'est retrouvés au bout du monde, puisque moi, je travaillais en Martinique. Je suis revenu de Martinique depuis 1 an et demi. Et puis que lui travaillait en Guadeloupe. On s'est vu dans une formation que je faisais. Et on s'est retrouvés avec une envie commune. Alors, cette envie commune, c'était rendre accessible notre spécialité avec une touche de fun. Parce qu'on en avait marre, enfin surtout moi, et plus je vieillis, plus j'en ai marre, qu'on raconte un peu n'importe quoi sur la psychiatrie, sur la psychologie, sur les neurosciences. Et donc, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose à destination des étudiants. Au départ, c'était basé sur les étudiants. Ça n'a pas marché. Sur les professionnels, ça n'a pas marché. Par contre, sur le grand public, ça a marché. Je vais vous en parler après. La question, c'était comment? Moi, je suis d'une génération où c'était la presse écrite. Donc, j'ai essayé de travailler avec La Voix du Nord. Ça a été compliqué. C'était la télé. C'est encore plus compliqué. Et puis Jeff m'a dit, écoute, aujourd'hui, il y a un truc qui existe, ça s'appelle YouTube. Moi, j'ai des adolescents et YouTube, c'était des chaînes où ils regardaient des gens s'entretuer dans des jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Et puis, ils m'ont envoyé des liens de YouTubeurs, excusez-moi du néologisme, de vidéastes anglo-saxons qui faisaient des choses absolument géniales, qui en 10 minutes vous expliquaient la théorie de la relativité et vous compreniez. Qui en 10 minutes vous explique des notions de mathématiques extrêmes, de l'histoire, des choses très rigoureuses et très bien faites. Et là, je me suis dit, oui, il y a un truc à faire. Donc, on a créé le Psylab, qui est né, donc, vous voyez, le 8 juin 2014, à 9h54 précise, vous pouvez vérifier sur YouTube. Et en gros, c'est un bébé qui fait 150 kilos, à nous deux, quand même. On a créé quoi? On a créé donc une chaîne avec 4 émissions. Il n'y a pas d'animation. Où chaque émission va vous apporter essaye de vous apporter quelque chose. Par exemple, on a commencé par Fovea sur Valse avec Bachir, qui est un film merveilleux. On voulait parler du psychotrauma. Et donc, on a fait une analyse de Valse avec Bachir à l'aune de nos connaissances psychiatriques, et en expliquant aux gens ce qui est intéressant à prendre dans ce film, et ce qui est peut-être une simplification des choses. Donc vous voyez, on part d'un film de cinéma, n'importe lequel, grand public quand même, pas de cinéma particulier, même si Valse avec Bachir n'est pas forcément connu du grand public. Psychoptique, on fait exactement le contraire, on parle par exemple de la maladie bipolaire, et puis on va chercher dans les films de cinéma ce qu'il y a d'intéressant. Alors des films sur la maladie bipolaire dans le grand public, il commence à y en avoir, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait un. Il y avait Mr. Jones, film américain, qui est très caricatural, et d'un autre côté, qui montre beaucoup de choses. Comment les patients en ont marre du lithium et le jettent à la poubelle en sortant de chez leur psychiatre. Des notions comme ça importantes, sur lesquelles nous, on sait qu'en termes de compliance, c'est vraiment très important de pouvoir avoir un vrai dialogue avec son patient pour l'acceptation du traitement. Donc, par exemple, ça. Depuis, il y a des films un peu mieux faits. Psy-Story, parce que moi, je pense que connaître son histoire, c'est mieux se connaître soi-même. Donc, on va chercher dans l'histoire de la psychiatrie un petit peu d'où on vient. Alors, on a fait une vidéo sur les vibromasseurs. Alors, quel est le rapport avec la psychiatrie? C'est un dispositif médical qui a été inventé pour soigner l'hystérie. Donc c'est au départ un dispositif médical. Donc évidemment, quand on fait l'histoire des vibromasseurs, on fait l'histoire de l'hystérie, évidemment. Vous voyez que le ton est quelquefois un petit peu décalé. Et puis, on a fait Psyché, qui est une espèce d'émission où on met un peu de tout, notamment les questions des internautes, et surtout pas mal d'interviews. D'interviews de confrères. On a interviewé le professeur Courtet, le professeur Banamia, le professeur Carilla, enfin voilà, pour essayer de les rendre accessibles eux aussi au grand public, puisque si on ne va pas lire leurs bouquins, on ne les connaît pas.
Alors aujourd'hui, on en est où? Ben voilà, on a une quarantaine de vidéos, je vous en ai mis quelques-unes. On a traité la schizophrénie, c'était pas facile. D'ailleurs, la maladie bipolaire, c'est pas facile pour nous de la traiter. On n'avait pas trouvé d'angle jusqu'à ce qu'on vienne ici. Par exemple, la schizophrénie, c'est une interview de la schizophrénie. Hein. Donc Jeff joue le journaliste et je joue la schizophrénie. Et on a essayé de passer des choses à travers cette interview de la maladie, hein, pour que les gens comprennent un peu ce que c'est cette maladie. On a eu la chance de rencontrer aussi des psychiatres du bout du monde. Hein. On a pu parler de ce que c'est que l'ethnopsychiatrie, notamment, avec une psychiatre haïtienne. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses très différentes, pas mal de choses sur la psychologie sociale aussi, et une vidéo qui a tout changé pour notre chaîne, qui est celle sur le suicide, où tout le monde nous avait dit, quand on va sur YouTube, on fait des vidéos de 3-4 minutes. Celle-là, elle fait 32 minutes. Et on nous avait dit, personne ne la regardera. Il y a 200 000 personnes qui l'ont regardée. Ce qui est intéressant sur cette vidéo, par exemple, c'est qu'on a touché des jeunes, c'est-à-dire une population. J'en discutais avec le professeur Michel Walter, qui est le président du groupement d'études et de prévention du suicide, hein, parce que suicide et bipolarité, il y a quand même des liens très étroits, je ne vous l'apprends pas, que les campagnes qu'on fait à la télé ou d'affiches, etc., qui coûtent beaucoup d'argent, ne touchent que rarement les 15-25 ans. Et nous, là, on a touché les 15-25 ans. Donc il y a vraiment, à mon sens, un grand intérêt à aller sur YouTube, et je ne parle pas forcément de notre chaîne. Alors l'impact, c'est pour vous donner, hein, maintenant on commence à avoir des chiffres. Hein. En gros, la chaîne a été regardée comme si quelqu'un était resté devant pendant 25 ans. Donc ça fait 1 800 000 vues aujourd'hui, partout dans le monde. Alors je pense que c'est les communautés francophones dans le monde, parce qu'on n'a pas traduit. D'ailleurs, je fais un appel à ceux qui veulent nous aider. S'ils veulent traduire les vidéos, ça sera très bien. Et vous voyez des réactions, hein, avec les gens, puisqu'on est à 15 000 commentaires et ou messages privés. Ça, je vais un peu m'apesantir là-dessus, parce que c'est ce qui aussi nous pose question. On commence à être reconnu par nos pairs, puisqu'on est invité ici, mais on a été invité aussi dans différents congrès scientifiques très sérieux. On est intégré dans pas mal de sites. On est passé à la télé. Enfin bref, je vous en passe des meilleurs, quoi. Alors la question, c'est que nous, on voulait faire ça. On voulait faire de l'information. On voulait faire de la formation, éventuellement, rendre accessible la spécialité à tout le monde, mais on ne voulait pas donner de conseils ou de faire de consultations sur Internet, hein, ce qui serait de la télémédecine. Sauf que, hop, eh ben, on a plein. Je vous ai dit 15 000 commentaires. Dans les 15 000 commentaires, je dirais qu'on a au moins 2000 personnes qui témoignent de leur pathologie, qui témoignent de leurs difficultés et qui nous demandent quelquefois des conseils. On a eu 12 crises suicidaires à gérer. Quand j'étais en Martinique et mon petit collègue en Guadeloupe, et quand le lendemain matin vous vous réveillez, vous voyez les commentaires avec quelqu'un qui veut se suicider, vous savez que vous avez 6 heures de décalage, c'est compliqué. Donc ça a commencé à nous poser des questions éthiques, déontologiques. Hein. Ça nous en pose toujours aujourd'hui. Ce qu'on conseille aux gens, c'est quand vous voulez témoigner de quelque chose, ne le mettez pas en commentaire direct. Hein. Les gens le mettent en commentaire comme ça pour tout le monde. C'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu une exposition dangereuse à mon sens. Et d'un autre côté, il y a une belle histoire. Et je vais conclure sur cette belle histoire. Sur notre vidéo sur le suicide, on a un gamin qui doit avoir entre 15 et 17 ans, qui témoigne de la difficulté qu'il a en famille à communiquer et de cette tentative de suicide qu'il a faite, qu'il s'en est sorti, voilà, mais ça reste toujours difficile dans la famille. Un très beau témoignage. On lui a dit, écoute, on va le déplacer, on va le mettre en privé. Et juste avant qu'on le fasse, il y a quelqu'un qui a répondu juste après. C'était son père. Son père qui lui répondait, alors qu'ils habitaient sous le même toit. Communication, quelquefois, passe par d'autres médias. Et qui lui répondait et qui s'excusait. Enfin, ça a été une très belle histoire. Maintenant, c'était il y a 1 an, ça. Et on sait que les choses vont beaucoup mieux dans cette famille. Voilà. Alors, l'avenir, bon, on pourra en parler. Effectivement, moi, je prône sur
je milite pour le fait qu'on crée des psychiatres 3.0, un vrai métier, avec une intégration dès les études de médecine, parce que parler sur Internet, c'est quelque chose de très particulier. Publier sur YouTube, il y a des codes, il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne, et si on ne va pas dans cet espace-là, je pense qu'on passe à côté d'un certain nombre de patients. Je parle en termes de prévention, notamment chez les plus jeunes. On sait que la bipolarité juvénile est très mal diagnostiquée, souvent trop tard, et que ça fait partie des facteurs de risque de mauvais pronostic de la pathologie, et notamment des passages à l'acte suicidaire. Alors, voilà, là j'ai fini de vous présenter. On nous a demandé de faire une vidéo spéciale pour vous. Ça faisait 2 ans qu'on voulait faire un truc sur la maladie bipolaire, ça faisait 2 ans qu'on ne trouvait pas comment le faire. Parce que vous voyez, il faut que nous, on ait aussi... Faire un cours, je peux vous en faire un, ça va vous ennuyer, vous allez dormir. Surtout en postprandial. Et puis, on est tombé sur un serious game. Alors, un serious game, ce sont des jeux vidéo sérieux. Ce sont des jeux vidéo pour apprendre des choses. Un serious game qui est un peu délaissé, hélas, je trouve, qui s'appelle Bipolife. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est gratuit. Vous tapez Bipolife dans votre Google préféré. Et puis, vous tombez dessus. Qui a été développé par une entreprise française, Ubisoft, de jeux vidéo, célèbre dans les jeux vidéo, pas n'importe laquelle. Le petit bémol, c'est que ça a été avec un partenariat d'un laboratoire pharmaceutique. C'est un petit bémol. Parce que j'aime bien l'indépendance, moi. Mais bon, on va pas parler politique à 21 jours des élections. Mais c'est juste le petit bémol. Et évidemment, un comité scientifique dans lequel, et ça ne me va pas non plus, il n'y avait pas de patients, d'usagers. Alors, je ne sais pas comment vous dites, ça dépend un petit peu, mais il n'y avait pas les premiers... Il y avait des psychiatres, il y avait des psychologues, tout ça, mais il n'y avait pas de... Donc c'est un jeu vidéo qui est plein de défauts, mais aussi plein de qualités. Et donc, on a décidé que le prochain Psylab sur la bipolarité, ça serait à travers ce qu'on appelle un let's play. Alors, pour la moyenne d'âge qui est dans la salle, un let's play, je ne peux pas rester derrière la table, c'est pas possible. C'est ce que font nos gamins. Enfin, si vous avez des adolescents, c'est-à-dire qu'ils regardent quelqu'un qui joue à un jeu vidéo. Un jour, j'ai dit ça à mon fils, c'est crétin. Il m'a dit, mais toi, tu regardes bien des matchs de foot. Il a raison, crétin, crétin ennemi. Je ne vais pas vous la mettre en entier parce qu'elle fera 25 minutes, parce qu'on va jouer au jeu, vous allez nous regarder jouer au jeu, mais aussi apprendre des choses sur la maladie bipolaire. C'est pour vous montrer un peu quel style on prend. On peut lancer la vidéo. Salut les psychonautes, aujourd'hui on va vous parler du trouble bipolaire et pas n'importe comment parce que on va apprendre en s'amusant. En effet, on va vous emmener sur les traces de la maladie bipolaire à travers un jeu vidéo. Oui, vous avez bien entendu, on va faire un let's play d'un jeu sérieux qui s'appelle Bipolife, qui est un jeu qui a été développé par Ubisoft, disponible en ligne. C'est un jeu sérieux dans lequel on interprète une personne qui souffre de trouble bipolaire et qui fait ou ne fait pas ce qu'il faut pour se soigner correctement. Alors le premier truc que vous pouvez voir, c'est que le jeu a été en partie financé par AstraZeneca, qui est un laboratoire pharmaceutique. Nous aussi, on aurait préféré que le jeu soit complètement produit, pourquoi pas par l'État ou des établissements qui ne sont pas en lien avec des laboratoires pharmaceutiques. On y va. Ou pas. Il habite en Guadeloupe. Donnez votre avatar et apprenez-lui au fur et à mesure de l'expérience à stabiliser son humeur et à rester serein durablement en prenant les décisions adaptées. Attention, ce programme ne peut remplacer un suivi ou une prise en charge par un psychiatre. Sans blague. Alors, on va faire ça. Qui, bien entendu, va s'appeler Carrie. Comment elle s'appelle Carrie Mathis. Alors pour
pourquoi Carrie Mathison ? Évidemment parce que c'est le personnage principal de la série Homeland, qui est une série que moi j'aime bien, qui est plutôt pas mal, et parce que c'est un personnage qui, bien sûr, souffre de troubles bipolaires. Et il n'y en a pas des masses dans les séries et dans les films, des personnages bipolaires, et il y en a encore moins dans la performance et à l'image de ce que c'est clinique d'un épisode dépressif ou d'un épisode maniaque. Là, Claire Danes, elle assure. Et puis c'est un personnage qui est quand même vachement porteur d'espoir, parce que elle est très intelligente, elle est fine, elle est forte, et elle se soigne correctement. Bon, la plupart du temps en tout cas. Enfin chez moi. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Ah, ça commence bien. Donc voilà, vous avez le choix entre prendre votre traitement et vous maquiller. Eh bien, on va prendre son traitement. Les traitements médicamenteux du trouble bipolaire, on les appelle les régulateurs de l'humeur, ou les thymorégulateurs. Alors désolé, on va passer rapidement, et on va encore vous faire le coup de... Mais on va en parler dans une prochaine vidéo. Retenez juste que ces traitements servent à prévenir l'apparition de nouvelles rechutes dépressives ou maniaques. Et malheureusement, si une nouvelle rechute survient quand même, malgré le traitement, il peut servir néanmoins à faire en sorte que cette rechute soit moins longue et moins intense. Et comme dans la schizophrénie, il s'agit d'un traitement au long cours. Boisson énergisante, poisson et légumes. Alors là, vous voyez, il y a deux choix, dont l'un qui paraît pas très raisonnable. Les boissons énergisantes sont très riches en caféine et en tout un tas d'autres trucs. On peut imaginer que c'est pas le meilleur truc pour stabiliser son humeur. Et pour être sérieux, on va manger du poisson avec des légumes. Il vous est possible d'aller au salon et de choisir un programme à la télévision. Je pense que pour être en bonne santé mentale, il ne faut pas regarder la télévision. Parce qu'on regarde le journal, on se regarde le téléachat. Le journal. C'était bien. C'était vraiment très intéressant. Allons dormir. Je n'arrive pas à m'endormir ce soir. Encore une insomnie. En plus, j'ai un de ces mal de tête. Ces couleurs me donnent tellement mal à la tête. J'ai même du mal à tenir debout. Pourquoi ça va si vite ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Les couleurs vibrent et j'entends des bruits bizarres. Ce n'est pas normal, je ferais mieux d'appeler quelqu'un. Appelons pour demander de l'aide. Voilà. Donc le jeu commence en fait avec un épisode maniaque. Après la phase d'exaltation intense que vous avez traversée, il y a déjà quelques jours, vous avez été conduite à l'hôpital pour y être soignée et recevoir un traitement adapté à votre trouble bipolaire. Le psychiatre qui vous a raconté en détail la journée qui a précédé la crise vous explique ce qui vous est arrivé. Ah, on est chez le psychiatre. Course. Les troubles bipolaires de l'humeur sont caractérisés par deux états opposés. La phase maniaque, qui s'accompagne d'une effervescence intellectuelle. Tout semble fonctionner plus vite et mieux, mais les risques de dérapage incontrôlés sont dangereux. Et la phase dépressive, pendant laquelle la tristesse vous submerge et vous épuise. Tout semble fonctionner au ralenti et plus rien ne vous fait envie. On a tous des variations de l'humeur, des variations vers le haut, des moments d'euphorie et des variations vers le bas, des moments de tristesse. Mais dans le trouble bipolaire, ces variations, elles sont chaotiques, elles sont intenses. Et c'est pour ça que c'est une maladie, parce que ces variations sont pathologiques. Alors il y en a plein de types différents de troubles bipolaires. Le type 1 consiste en l'alternance d'épisodes dépressifs et d'épisodes maniaques. Le type 2 consiste en l'alternance d'épisodes dépressifs et d'épisodes hypomaniaques. L'hypomanie, c'est un peu une version soft de la manie, où les choses restent gérables ou à peu près gérables et où il n'y a pas nécessairement besoin d'une hospitalisation. Le trouble bipolaire de type 3, qui est un petit peu particulier, qui est lié à l'apparition d'un virage maniaque sous antidépresseur. Imaginez un peu une personne qui souffre de dépression, on lui prescrit un antidépresseur et là elle passe d'un état dépressif à un état maniaque en quelques jours seulement. C'est à cause de l'antidépresseur et c'est pour ça que les antidépresseurs sont d'un usage très délicat dans les troubles bipolaires de l'humeur. Il y a aussi la cyclothymie, qui consiste en une alternance d'épisodes hypomaniaques et de dépression mineure. Et un petit mot sur une forme plus grave, parce que plus difficile à soigner, c'est ce qu'on appelle les cycles rapides. C'est lorsque, sur une année, on fait 5 ou plus épisodes dépressifs ou maniaques. La bipolarité est une maladie difficile à réguler. Suivre votre traitement est extrêmement important. En phase euphorique, certains patients se sentent si bien qu'ils arrêtent leur traitement pour prolonger ce bien-être trompeur, s'exposant à une rechute de l'humeur et souvent à une hospitalisation. C'est une conduite risquée, à éviter. Dans tous les cas, vous devez faire attention à bien prendre votre traitement selon la prescription. Tenez, voici votre ordonnance.
Et il y a quelque chose de très très vrai là-dedans, ce qu'on appelle le deuil de la phase maniaque. Parce qu'en phase maniaque, il y a un moment où ça déborde et où c'est plus possible, où c'est impossible à gérer. Mais juste avant que ça déborde, eh ben, c'est une phase qui est plutôt intéressante et qui est décrite par les personnes souffrant de troubles bipolaires comme très très stimulante, intellectuellement, affectivement, émotionnellement. On a plein de projets, plein d'idées. But it's the other side, that invulnerable feeling. It's dangerous. Et quitter cela, c'est pas facile. Et c'est une des difficultés dans la gestion du trouble bipolaire et notamment la gestion du traitement. Parce que le traitement empêche le développement de nouvelles phases maniaques et donc il faut dire au revoir à ces phases qui ont des côtés sympas, quoi. Regardons l'ordonnance. Bon, ça... Allô, ouais. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. J'essaie de respecter à peu près le timing. Vous voyez qu'on peut... D'abord, le jeu, je le trouve très intéressant en lui-même. Après, la vidéo, je ne sais pas si vous la trouvez intéressante. Moi, elle m'a fait rire un peu. Et je la découvre en même temps que vous. Elle est arrivée il y a 2 heures sur Internet de la Guadeloupe. Elle a mis du temps. Mais vous voyez, le principe, c'est de prendre les codes de communication actuels, des plus jeunes aussi, pour pouvoir essayer de dispenser un enseignement, en tous les cas, une information la plus précise possible, la plus honnête possible. Alors évidemment, on peut critiquer plein de choses. On est dans la vulgarisation, donc on est par moment dans de la simplification. On essaye de ne pas être dans le simplisme. Mais voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Et donc, elle sera en ligne, je pense, la semaine prochaine sur le Psylab. Il va y avoir 3 vidéos qui vont sortir. Une sur les dispositifs de veille dont vous avez entendu parler hier par le professeur Veva. Vigilance, pour ceux qui étaient présents. Une sur la neurobiologie du trauma. Donc, on peut augmenter aussi le niveau scientifique. Et puis, celle-ci, en entier, qui fait quand même 25 minutes.